Il y a de cela quelques mois, je suis parti en Normandie. J'ai visité quelques villages longeant le littoral et fait de nombreuses randos. L'une d'entre elles m'a particulièrement marqué. Elle emmenait le long des falaises d'Étretat, un village d'environ 1000 habitants, logé entre de majestueuses parois rocheuses. Le site attire plus d'1 million de touristes chaque année. La vue y est magnifique et chaque pas de plus est un délice pour les yeux. Mais ce n'est pas ça qui a attiré mon attention, c'est le comportement des gens. Ils étaient face à un paysage de rêve, en vacances, probablement avec des personnes qui comptaient pour eux. Mais la plupart n'en avaient que pour une petite boîte métallique, projetant des images pleines de lumière. Vous voyez de quoi je parle? Ils ne la lâchaient pas des yeux, si ce n'est pour prendre une pause qui leur garantirait des vues sur Facebook ou Instagram. Une fois la photo prise, pas question d'attendre de rentrer avant de la poster, ni même de perdre une seconde de plus à admirer le point de vue qu'ils avaient rejoint. Ils repartaient, comme s'ils avaient parcouru tout ce chemin, avec pour seul objectif de gagner des abonnés. Certains enjambaient même les barrières de sécurité et se mettaient gravement en danger, comme si une photo avec quelques likes supplémentaires valait plus que leur propre vie. Pourquoi? Pourquoi gâcher ces moments les plus précieux dans le but de montrer aux autres qu'on en a profité? Aujourd'hui, je souhaiterais aborder le sujet du téléphone, qui, selon moi, est une des plus grandes merveilles technologiques de l'humanité, mais aussi l'objet le plus dangereux jamais inventé. En 2024, chaque Français passait en moyenne 3h30 par jour sur son téléphone, dont 2h27 sur les réseaux sociaux. Ce chiffre ne fait que d'augmenter. Ça paraît peu comme ça, mais ça représente quand même 14,5% de notre vie. Ainsi, après 68 ans, on en aura passé 10 derrière un écran tactile. Je ne dis pas que ce sont des heures perdues, bien au contraire. Cet outil peut nous permettre de garder contact avec nos proches, de communiquer, d'enseigner, d'apprendre et bien plus. Mais il est aussi capable de nous détruire de bout en bout, jusqu'à nous faire plonger dans l'addiction, voire bien pire. Le téléphone fut inventé le 7 mars 1876 par Alexander Graham Bell. Il n'avait au début pas d'autre utilité que celle d'appeler, et devait rester branché en permanence. Puis, le 3 avril 1973, Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, mit au point le tout premier téléphone portable. L'appareil pesait plus d'1 kg, mesurait 25 cm de long et offrait seulement 30 minutes d'autonomie. Il a fallu attendre 10 ans avant sa commercialisation, à un prix exorbitant, fixé à $4000. Puis vint le Simone, conçu par IBM en 1992 et distribué par la société Bell South. Cet appareil posait les bases d'un téléphone mobile, capable d'exécuter plusieurs fonctions informatiques. Le Simone se présentait sous la forme d'un appareil rectangulaire, relativement imposant, doté d'un écran tactile monochrome. Il intégrait aussi plusieurs outils numériques, tels qu'un calendrier, un carnet d'adresses, un bloc-notes et une calculatrice. Bien que ses capacités techniques restent limitées par rapport aux standards actuels, le Simone représentait une avancée significative pour l'époque. Il réunissait pour la première fois, dans un seul et même appareil, les fonctions de communication et de gestion personnelle. Puis vint 2007, lorsqu'Apple lança l'iPhone. C'est le tournant décisif. Un grand écran tactile capacitif, un système fluide, simple, multitâche, intégré de l'App Store, qui ouvre la porte à toutes les applications. C'est là que commence vraiment l'ère du smartphone, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nous possédons dans nos poches un appareil multitâche, nous permettant d'appeler, lire, discuter, photographier, dessiner, écrire, calculer, traduire, étudier, payer, commander, jouer et j'en passe. Certains de ces objets sont plus puissants qu'un ordinateur moderne, d'autres peuvent prendre les mêmes photos qu'un télescope amateur. Certains sont même capables de tenir plus d'une semaine sans recharge. Là où je veux en venir, c'est que ces choses ont tout nécessaire et sont étudiées pour nous donner envie d'y passer la journée. Prenons un exemple. Un ami vous a envoyé un message, vous saisissez donc votre téléphone quelques secondes pour lui répondre. Mais à peine celui-ci déverrouillé, vous vous faites inonder de notifications. La plupart viennent de jeux ou du système, mais l'une d'elles vous intrigue. Vous remarquez que quelqu'un s'est abonné à vous sur Instagram. Vous ouvrez donc l'application et sondez son profil, afin de voir si vous la connaissez. Elle ne vous dit rien, mais par politesse, vous l'acceptez. Vous retournez ensuite à l'accueil, et en profitez pour regarder les stories des gens que vous suivez. Une fois cela de fait, vous commencez à descendre tranquillement, et tombez sur les reels. Seulement une vidéo sur 3 vous intéresse, donc vous scrollez, et scrollez encore. Lorsque vous relevez la tête, 45 minutes se sont écoulées, et vous avez complètement oublié ce pourquoi vous avez ouvert votre téléphone. Vous avez une baisse de motivation, et vous dites que vous auriez pu utiliser ce temps à des fins plus utiles, comme lire un livre, faire du sport, ou simplement dormir. Durant ces minutes, le temps s'est comme mis sur pause, et vous êtes incapable de vous rappeler plus de 3 vidéos sur lesquelles vous êtes tombé. Sachez que tout cela est complètement normal. Le cerveau humain déteste le vide, et nous pousse à occuper chaque instant, quitte à scroller sans fin pour tromper notre perception du temps. Ces applications d'Infinity Scroll sont faites pour nous programmer à réagir plutôt qu'agir. Le problème c'est qu'avec un usage excessif,
Tout cela tend à réduire notre capacité d'attention et risque d'impacter fortement la qualité de notre sommeil. Je ne dis pas que vous devez arrêter complètement TikTok ou Instagram. Les réseaux sont aussi une grande source de connaissances et d'apprentissage. Simplement, chaque fois que vous commencez à scroller, demandez-vous, est-ce que je scrolle pour me divertir ou pour échapper à quelque chose? Le problème de ces applications, c'est qu'elles nous initient également au culte de la perfection. À travers photos et vidéos, les gens ne cherchent à montrer que la meilleure version d'eux-mêmes. Les bodybuilders ou amateurs de fitness ne posteront leur corps que sous un bon éclairage, et les influenceuses ne se montreront jamais en pyjama, à peine sorties du lit. Et si, comme moi au début, vous doutiez de ça, demandez-vous si vous oseriez poster une photo de vous, avec un pull taché, ou un gros bouton sur le visage. Les réseaux ne montrent qu'une version filtrée de chacun, nous faisant croire que tout le monde est mieux que nous, au risque de nous pousser à nous rabaisser, à nous sentir inférieurs. Alors qu'il se peut que d'autres gens, à travers ce que nous montrons de nous, nous croient nous aussi parfaits. Si vous le permettez, j'aimerais aussi évoquer un piège fréquent, dont peu de gens parlent. Ce piège, lui, est partout, qu'il se trouve dans un film, une vidéo YouTube ou un conseil d'amis. Lorsqu'on vous parle d'un sujet qui suscite de la réflexion, un sujet qui vous pousse à remettre en cause vos croyances ou vos habitudes, ne faites pas l'erreur de le prendre pour acquis lorsque vous l'avez compris. La compréhension n'est rien sans l'action. Regarder des vidéos de motivation et de transformation physique à longueur de journée ne vous fera pas développer un corps de rêve si vous n'appliquez pas ce que vous y avez appris. Au mieux, cela vous donnera un faux sentiment d'accomplissement. Au pire, vous n'aurez pas retenu la moitié de ce que vous aurez entendu, car le flot incessant d'informations que vous absorbez en scrollant vous aura noyé dans l'incertitude et la contradiction. Il y a de cela quelques années, j'ai appris qu'un de mes proches était atteint de la maladie d'Alzheimer, une pathologie encore incurable qui, comme vous le savez sûrement, entraîne la perte de mémoire, mais aussi une grande perte d'autonomie et de motivation, ainsi qu'un enfermement progressif. L'être aimé peut ainsi voir son état empirer de semaine en semaine, sans pouvoir espérer la moindre guérison. Certains après-midi, je n'avais rien à faire, et je passais parfois plusieurs heures à scroller sur mon téléphone, alors que j'aurais pu lui rendre visite. À ce moment précis, je savais. Je savais que j'avais plus important à faire que de regarder un écran de façon léthargique, mais je continuais tout de même. J'étais en plein dans le piège d'une action. J'avais compris, mais je n'avais pas agi. Puis, un jour, alors que son état s'empirait, j'ai réalisé que chaque après-midi passé sur mon téléphone réduisait le temps qui me restait auprès de lui, et que, lorsque ce temps serait usé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas de bouton restart. En réalité, on réalise rarement la valeur de ce que l'on possède, jusqu'à ce qu'on soit sur le point de le perdre. J'ai alors décidé de désinstaller les réseaux responsables de ma procrastination et d'aller lui rendre visite plus régulièrement, tout en vivant pleinement chaque instant à ses côtés. Car c'est ça la vie. Ce n'est pas saisir chaque événement comme une occasion de faire des likes, ce n'est pas apparaître, ni prouver que l'on vit. Car le vrai bonheur, lui, ne se montre pas. Il se ressent dans un instant pleinement vécu. Sorties en famille, soirées entre amis, séances de sport, randonnées en montagne, sont des moments qui nous font grandir et contribuent à définir qui nous sommes. Ces moments de joie, de tristesse, d'amour, de déception, de partage, d'entraide, d'apprentissage, de réussite. Ces moments où l'on se sent exister, où on s'investit pleinement, sans distraction futile. Chacun d'eux vaut le coup d'être vécu, car on ne sait pas de quoi est fait demain. Alors vivons et profitons.